Merci, bonjour à tous et merci à l'association Alice et donc à son président, le professeur Pellissier, pour cette invitation. Je vais vous parler à partir de l'expérience d'Handiconsult 34, donc, qui est basée sur le centre Propara à Montpellier, de l'ensemble des consultations dédiées. Donc derrière l'appellation sur votre programme de processus Handiconsult, vous verrez que ça devrait se recouvrir complètement, ce n'est pas tout à fait le cas. Comme le montrent les quelques logos en haut de cette première diapo, j'ai plusieurs casquettes, mais c'est sous le même chapeau, si je puis dire, qui est d'APF France Handicap. Mais c'est bien au titre de la consultation dédiée de Propara et plus largement celle qui s'installe un peu partout en France, trop lentement, au travers de mon rôle au niveau de la Softcode, donc de la Société française des consultations dédiées, que je vais essayer de présenter l'ensemble de ces dispositifs. Alors, juste un propos liminaire, avant de commencer, les personnes qui sont concernées par un locked-in syndrome ou de façon plus générale par des déficiences motrices font partie des personnes qui viennent sur des consultations comme celle de Propara, sur des consultations dédiées. Mais elles ne sont pas en nombre, même si on prend l'ensemble de ce qu'on appelle le handicap moteur, majoritaire. Donc ne soyez pas surpris ou choqués si dans les illustrations que je donne, à commencer par le petit film que je vais passer au début, on est plutôt sur un registre de personnes qui ont plutôt des troubles cognitifs ou de ce qu'on appelle le handicap psychique, les troubles du spectre de l'autisme, etc. Je sais bien que je suis au congrès des 25 ans d'Alice, donc je ne l'oublie pas, mais je présente les consultations dédiées dans leur entièreté. Je commence donc par un petit film, si la connexion sur Internet se fait, 2 minutes de film donc, qui a été fait sur Handiconsult et après je poursuis. Alors je vais avoir besoin de la technique parce que moi ça s'affiche sur mon écran mais pas sur le grand. Là, peut-être. Ouais. Normalement, ça passe ici. Je ne suis pas sûr. Normalement, c'était un lien direct. Il veut pas, là? D'habitude, je vais sur ça. Tant pis, sinon je ferai ça. Il est vrai qu'on a mis plusieurs de vos fichiers. Ah, ou c'est celle-là, non? C'est possible, oui. Essayez voir. Si... Ouais, là. C'est bon. Ça passe derrière, c'est bon. Merci. Et non, vous avez le bon. Je pense que je vais faire 100. C'était 2 minutes qui présentaient, voilà, de façon peut-être plus humaine, je dirais, que ce que je vais pouvoir faire. Alors, je vais tout refermer. Ne vous en mettez pas. Alors, je reviens sur le propos sur les consultations dédiées. C'est une partie en fait des réponses que les pouvoirs publics ont apportées à une problématique que vous connaissez sans doute malheureusement bien, qui est celle de l'accès aux soins, et notamment aux soins ordinaires, c'est-à-dire non spécifiquement liés aux pathologies invalidantes. Alors, quelques jalons vraiment très rapides sur l'histoire récente, c'est plutôt des jalons de la prise de conscience des pouvoirs publics que celle de la lutte des associations par rapport à ça. En 2008, une audition publique de la Haute Autorité de Santé qui a marqué une prise de conscience assez importante, et notamment pour les personnes qui étaient résidentes d'établissements médico-sociaux, un constat un peu amer qui était que l'accès aux soins ne se faisait pas forcément mieux parce qu'on bénéficiait de ce type d'accompagnement.
En 2013, je pense que vous avez entendu parler du rapport de Pascal Jacob, qui est lui-même père de 2 enfants en situation de handicap, dont un est décédé, et qui a été poursuivi, son rapport, sous la forme de la charte Romain Jacob, du nom de ce fils décédé. Parmi les points évoqués, et je ne suis pas du tout exhaustif, il y avait la question des soins en urgence, et plus généralement de l'accès aux services d'urgence pour les personnes en situation de handicap, mais aussi tout simplement l'accès aux soins de ville, médecins traitants, autres spécialistes, cabinets paramédicaux. On a évoqué tout à l'heure la question de l'accessibilité pour les dentistes, mais c'est bien sûr plus général. L'accès et l'accueil dans les hôpitaux tout simplement, et puis l'accès aux soins courants, donc non liés directement au handicap, sur lesquels toutes les données statistiques qu'on pouvait avoir au niveau national montraient une sous-consommation anormale de soins dentaires, de soins gynéco, ophtalmo, etc. pour les personnes en situation de handicap. Pareil pour l'accès à certains dépistages, notamment les campagnes de dépistage sur le cancer. Voilà. Donc par rapport à ces problématiques-là, et notamment suite au rapport Pascal Jacob, il y a un certain nombre de réponses qui ont été développées par les pouvoirs publics, je schématise, et elles sont toujours en cours. Sur les soins de ville, ça prend surtout la forme, Jacques vient d'en parler, de rémunération, enfin de valorisation des consultations longues ou complexes, notamment dans le champ de la neurologie, et c'est formalisé dans le cadre des conventions entre l'assurance maladie et les organismes professionnels, médicaux notamment, et dentaires. On verra ce que ça peut donner en termes d'amélioration. Deuxième grand groupe, c'est sur l'hôpital. Donc il y a un document clé qui sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'accueil dans les hôpitaux donc de 2018, qui a eu une certaine importance puisqu'il se traduit aussi dans des critères d'accréditation, donc de certification des hôpitaux, donc ils sont obligés d'en respecter un certain nombre. Ça aboutit à la mise en place ces dernières années d'un certain nombre de dispositifs internes aux hôpitaux qui peuvent être de simples permanences d'accueil et d'orientation au sein de l'hôpital, qui vont servir aussi bien à des personnes qui ne parlent pas français qu'à des personnes avec des besoins spécifiques. Et puis, certains sont allés un petit peu plus loin avec des moyens d'accompagnement au sein de l'hôpital vers des consultations ou des unités de soins dont les acteurs sont eux-mêmes sensibilisés, voire formés à des prises en charge un petit peu spécifiques. Et puis le dernier degré de ça, pour les soins courants, ce sont justement les consultations dédiées qui sont dédiées aux personnes qui sont en échec de soins dans les dispositifs précédents. C'est vraiment leur vocation. Ça concerne donc les soins courants. Alors tout ce mouvement-là, qui est encore à l'œuvre, s'est croisé avec d'autres prises en compte, notamment de besoins plus spécifiques par groupe de pathologie, pour parler médical, ou par groupe de handicap, et notamment tous les plans autisme qui sont venus très fortement impacter les consultations dédiées que je vais décliner maintenant. Il y a eu également les plans sur les maladies neurodégénératives, neuroévolutives, comme on dit maintenant, tout ce qui concernait les handicaps ou les maladies rares. Donc ils sont venus ajouter des éléments en principe facilitateurs sur l'accès aux soins. Les consultations dédiées, ce qu'on appelle les handiconsultes, mais vous verrez que le terme ne se recoupe pas exactement, sont nées en fait en 2015 officiellement par un cahier des charges, une instruction ministérielle d'octobre 2015. En fait, c'était déjà issu d'expériences pionnières. Je ne vais pas les détailler, ces expériences pionnières, mais c'est simplement pour comprendre en fait pourquoi vous allez retrouver derrière le terme handiconsulte des choses très très différentes. Sur Annecy, le docteur Jean-Henri Ruel, qui est neurologue, a répondu avec son équipe à une demande associative et médico-sociale pour un accès vraiment aux soins courants, dentaires, gynéco, ophtalmo, etc. Et ils ont bâti donc une unité de consultation qui s'est progressivement équipée et formée pour pouvoir accueillir les personnes qui étaient en échec de soins en milieu ordinaire. Jaya Saravan, qui est médecin interniste sur Étampes, est parti, lui, de son expérience dans le champ de la santé mentale et ensuite de l'autisme, en centrant son propos et donc les consultations qu'il a montées ou aidé à monter sur les personnes dyscommunicantes, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas exprimer autrement que par des modifications de comportement ou relationnels des symptômes, y compris leur localisation, et notamment des symptômes douloureux. Donc le point central pour ces consultations au départ, c'était d'essayer de retrouver notamment une banale rage de dents chez quelqu'un qui semblait avoir des troubles de comportement changeants ou très importants. On les retrouve dans 75% des cas, c'est quand même quelque chose de très important. Donc à partir de ces deux expériences pionnières, le gouvernement a produit un cahier des charges qui a posé en fait comme principe que les consultations dédiées accueilleraient les personnes
quel que soit leur handicap, quel que soit leur âge, quel que soit leur lieu de vie, domicile, médico-social, hôpital, pour des soins courants, donc non spécifiques, et que ce serait porté par des établissements de santé, dont des centres de rééducation, ou des établissements de santé, dont des centres de rééducation, ou des centres de santé. Autre point très important, ce sont des lieux recours. Donc il ne s'agit pas de créer des filières ghetto pour les personnes en situation de handicap ou pour les soins. C'est un vieux militant APF qui vous le dit. Voilà, il s'agit de donner une solution à ceux qui n'en ont plus, et peut-être en lien avec l'intervention précédente, avant de passer au bloc opératoire sous anesthésie générale pour réaliser ces soins. Le déploiement s'est fait à partir de 2016, donc je vous montrerai une carte après, il doit y avoir une cinquantaine de dispositifs qui sont étiquetés HandiConsult ou consultation dédiée, il doit peut-être y en avoir une vingtaine qui correspondent au cahier des charges. Alors il paraît qu'on est dans un état très jacobin et centralisé, on ne peut pas dire que ça s'est vu sur cette histoire, probablement parce que les financements étaient très insuffisants au départ, donc il fallait vraiment le vouloir pour qu'un établissement de santé se lance là-dedans. Alors ça a donné des choses très très différentes, à côté des consultations dédiées proprement dites, voilà, avec l'ensemble du cahier des charges, on avait, et ça avait parfois préexisté, des consultations dentaires, issues là aussi des pionniers des réseaux Handident, mais limitées, si je puis dire, aux soins bucco-dentaires, mais c'est déjà ça. Et puis ici et là, simplement un annuaire de lieux plus ou moins accessible, une plateforme téléphonique, enfin des choses très très différentes. Le problème par rapport à ça, c'est que derrière les appellations qui sont communes, vous ne pouvez pas retrouver, je dirais comme usager, même les proches, etc., ce qui est vraiment proposé comme offre de soins. C'est-à-dire que des HandiConsult correspondent parfois à ce cahier des charges national, et à l'inverse, on a des HandiConsult qui s'y limitent à une plateforme à l'intérieur d'un hôpital, et à l'inverse, donc on retrouve sur des consultations dédiées, donc au sens plein du terme, des appellations de type HandiConsult, centre expert ici à Bordeaux, ou HandiAccès plutôt en Bretagne, etc. Donc derrière ces appellations-là, la notion de consultation dédiée et son cahier des charges, voilà, sont vraiment à regarder de près. Alors maintenant, je vais parler uniquement des consultations dédiées, c'est-à-dire de ce qu'elles devraient être, en prenant évidemment comme modèle ce qu'on a essayé de faire sur Montpellier. Donc avec un certain nombre de collègues, mais je vais passer rapidement, on a donc créé une petite association en fait pour essayer de fédérer tout ça et de tirer les choses vers le haut, mais surtout de promouvoir en fait derrière le cahier des charges instruction ministérielle, un certain nombre de critères qui font qu'une consultation dédiée est une consultation dédiée, c'est-à-dire pensée pour accueillir des personnes, quel que soit leur handicap, qui sont en échec de soins en milieu ordinaire, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Alors, je passe en revue rapidement ces critères, mais pour les illustrer, le premier, c'est celui du cahier des charges national, tout handicap, tous âges, tout lieu de vie, etc. Aucune discrimination. Le seul critère d'entrée, si je puis dire, c'est d'avoir tenté de se faire soigner en ville et de ne pas y être parvenu. Je reviendrai tout à l'heure sur les motifs de ces échecs de soins. Deuxième point, c'est ne pas contraindre à une hospitalisation pour pouvoir proposer ces soins. Donc ça se fait en consultation, qui sont forcément longues, ou en hospitalisation de jour. Un autre point important, c'est qu'on offre à la fois des soins bucco-dentaires qui sont parmi ceux qui sont les plus souvent cités comme des difficultés d'accès aux soins ou des difficultés techniques pour réaliser les soins chez certaines personnes. Pour HandiConsult 34, ça représente la moitié de l'activité. Et également des bilans somatiques, c'est-à-dire en fait des bilans de médecine générale ou de pédiatrie générale pour les personnes dyscommunicantes. Et puis d'autres disciplines, notamment celles que je citais, gynéco et ophtalmo, parce que ça revient très très souvent dans les demandes. Sanctuariser ces consultations, en fait, c'est le point le plus important. J'ai l'habitude de dire que pour qu'il y ait une consultation dédiée, eh bien, il faut qu'il y ait des consultations et qu'elles soient dédiées. Ça va mieux en le disant parfois. Et les deux points centraux, en fait, de la valeur ajoutée qu'on peut proposer, d'une part, c'est le temps, et d'autre part, c'est les moyens humains. Donc le temps, ça veut dire que on ne va pas prendre seulement le temps dans les salles de soins, on va préparer très, très longtemps à l'avance la première venue des personnes, avec les personnes elles-mêmes, avec les proches. On a encore une fois beaucoup de personnes avec des troubles cognitifs ou psychiques très importants. On va permettre des visites blanches, donc de venir simplement découvrir les lieux, et ça peut être des visites blanches répétées, donc programmées en tant que telles, et des processus d'habituation aux soins. L'intervenante précédente évoquait la difficulté par exemple du masque, notamment pour des soins dentaires. On a des processus pour habituer une personne à mettre le masque de Méopa en vue d'eux, etc. Donc c'est vraiment le temps qui fait la différence. L'autre élément, c'est la partie humaine, donc pas seulement au sens d'humanisation des soins, mais au sens vraiment de moyens humains.
dans une consultation dédiée, en fait, il y a tout simplement plus de personnel pour accompagner les soins pour les personnes, pour les praticiens et pour les proches. Les moyens matériels et techniques, c'est évidemment quelque chose d'important, mais on n'est pas sur des plateaux techniques très, très étoffés. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire qu'on fait des soins de ville avec un accompagnement médico-social, mais dans un cadre hospitalier. En fait, on va proposer des techniques d'anxiolyse, d'antalgie, donc contre la douleur, qui sont si possible non médicamenteuses. On recourt beaucoup au homéopathe, mais pas seulement et pas d'abord pour le dentaire. On propose également, puisque la notion de soins conservateurs, là je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. Donc on essaye de proposer un palier supplémentaire sous forme de ce qu'on appelle des sédations vigiles. Donc on utilise une molécule dont on a parlé récemment, plutôt pour les fins de vie, qui est le midazolam, mais donc qui permet en fait sur des inductions très courtes, des anesthésies en fait d'une demi-heure sans intubation, etc., qui ne sont pas des AG, de permettre des soins notamment dentaires ou des bilans somatiques, parfois une simple prise de sang pour certaines personnes. Donc essayer de repousser, je dirais, le bloc opératoire et l'hospitalisation. Encourager l'implication des proches, alors c'est bien sûr avec l'accord des personnes, mais c'est quelque chose de particulièrement important d'accueillir aussi les proches et éventuellement de les impliquer dans les soins. Vous en avez ici l'illustration. Ici, c'est une de nos infirmières coordinatrices. Ici, c'est une maman. En fait, elles font la même chose auprès de patients différents. Voilà, c'est quelque chose qui facilite énormément les soins, là aussi, sur les profils qu'on peut recevoir. Et puis enfin, pas le moindre derrière, pouvoir réorienter systématiquement les personnes qui n'ont pas besoin de venir sur des consultations dédiées, mais qui peuvent aller sur la ville. Alors c'est tout un travail après derrière d'essayer de repérer des cabinets qui non seulement sont accessibles physiquement, si je puis dire, mais dont les praticiens sont aussi, entre guillemets, un peu accueillants pour pouvoir vraiment réorienter les personnes plus près de leur domicile. Sur l'exemple d'Handiconsulte, mais c'est un peu pareil partout. On a un territoire de santé qui au départ est l'Hérault, donc un département. En pratique, les départements limitrophes, l'Aveyron, le Gard, etc., qui n'ont pas le même dispositif, eh bien, nous envoient des patients. Donc ça commence à faire des trajets un petit peu longs par rapport à ça. Donc bien sûr, chaque fois que c'est possible et chaque fois qu'en fait ils n'ont pas besoin d'un accompagnement aussi étoffé, on essaye de dire aux personnes de se faire soigner en ville. C'est là qu'ils devraient le faire ou avoir essayé. Alors pour vous donner quelques illustrations par rapport à ça, ce n'est pas pour faire des stats, c'est simplement vraiment du qualitatif. Sur Handiconsulte 34, donc une 55 visites blanches d'emblée, ça veut dire que le premier rendez-vous n'était même pas pour des soins, mais juste pour venir découvrir les locaux, les visages, les appareils, simuler des soins, des choses comme ça. La durée moyenne des soins, donc une quarantaine de minutes en moyenne, en salle, donc indépendamment de l'accueil, et bien sûr de la préparation de ces consultations. Les motifs d'échec de soins, ce qui conduit les personnes à recourir à des solutions de type consultation dédiée, eh bien c'est quand même malheureux à dire, depuis la loi de 2005, on est encore à presque un tiers de personnes pour des questions d'accessibilité physique. S'y ajoutent les questions d'inadaptation de matériel dans lesquelles on a beaucoup de problématiques de transfert sur les tables d'examen ou d'opération. Je n'ai pas eu le temps de détailler, mais bien sûr, on soigne les gens en fauteuil, on soigne les gens au brancard et parfois même sur un matelas par terre. La catégorie qui revient le plus souvent, je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est l'expérientiel, c'est-à-dire le ressenti des patients, le fait qu'ils ne se sont pas sentis soit bien accueillis, soit d'autres raisons, et qu'ils ne reviennent pas. Enfin, derrière cet expérientiel, il y a énormément de renoncement aux soins, en fait. Voilà. S'y ajoutent les refus explicites, exprimés cette fois-ci par les soignants. Alors, soit on leur a dit, en gros, c'est pas la peine de revenir ou c'est pas la peine de venir, soit on leur a fait comprendre qu'il valait mieux aller ailleurs. Alors, c'est un des risques avec des consultations dédiées, c'est de créer une solution de facilité, y compris pour des praticiens qui n'ont pas envie d'accueillir trop de personnes en situation de handicap. Et donc, on essaye bien sûr de résister à cette tentation-là. Encore une fois, c'est pour les personnes qui sont en échec de soins. Les personnes qui viennent sur une consultation comme la nôtre, donc tous âges, on a des tout petits qui viennent plutôt pour des dépistages, par exemple auditifs notamment, et puis des résidents d'EHPAD très âgés qui viennent notamment sur le dentaire ou l'ophtalmo. Les handicaps principaux, j'aime pas trop le concept, mais enfin bon, c'est ce que nous demandent les stats officielles. Donc vous voyez qu'il y a en fait 2/3 des personnes qui ont des handicaps plutôt cognitifs, souvent assez importants, des personnes qui sont presque toutes sous tutelle. Handicap psychique, là on y a mis également le trouble du spectre autistique, et le handicap moteur représente un petit tiers de ces situations.
c'est une évolution actuellement, puisqu'on est parti d'un centre Propara, Jacques Pellissier l'a dit tout à l'heure, qui accueillait des blessés médulaires, sur lequel on a une certaine évolution. Il est probable que l'ensemble des consultations dédiées sur la France, c'est plutôt 3/4 de personnes avec des troubles cognitifs ou psychiques, parce que ce sont les personnes en fait les plus éloignées du soin. Voilà, état de conscience modifié, donc ce sont des personnes qui sont, comme on dit trivialement, en état post-relationnel ou état végétatif chronique et qui viennent surtout pour des soins dentaires depuis une clinique juste à côté. Deux points encore importants, et j'en termine. Plus d'un bon quart des personnes n'avaient pas eu les soins requis pour lesquels ils sont venus en consultation dédiée depuis plus de 5 ans, voilà, notamment des soins dentaires. Et depuis plus de 10 ans, c'est une personne sur 5. Alors c'est particulièrement vrai sur le dentaire et encore plus vrai sur la gynécologie, où il y a probablement encore, quoi qu'on dise, un bon tabou, notamment sur le plan médico-social. Enfin, donc une cinquantaine de personnes qui ont été réorientées, soit après la première venue, on se rend compte qu'elles pourraient se faire soigner simplement en ville si elles avaient la bonne adresse, soit avant la venue, puisqu'elles nous disent en fait, bon, je n'ai pas essayé, mais chez vous ça va peut-être cool. Donc à ce moment-là, on leur dit non, faites-vous soigner en ville, c'est ça la normale, et revenez après si ça s'est mal passé. Voilà, en synthèse, c'est d'ailleurs un peu un extrait du film en raccourci. Encore une fois, on n'est pas sur les adhérents d'Alice, mais peu importe. Voilà, pour réaliser une simple prise de sang, vous avez les deux parents qui s'y sont mis, la maman qui tient le met au pas derrière, le père qui rassure un peu ce jeune homme, un casque qui est à la fois qui le protège en fait de son hypersensorialité auditive, mais qui permet aussi de passer et de personnaliser la musique. Les personnes viennent avec la vidéo de leur choix ou le programme télé de leur choix. On a des abonnements, y compris sur Gulli, sur Netflix ou je ne sais pas quoi, de façon à personnaliser les choses. Donc là, c'est le cas en termes de bande son personnel. Et puis nos infirmières, donc j'ai pas eu le temps de détailler, mais en fait, on fait tout pour ne pas ressembler à un hôpital, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est la blouse blanche déjà qui les rebute. Voilà. Donc nos infirmières sont toujours en civil, moi aussi, ce qui n'empêche pas de respecter l'hygiène, bien sûr, dans ces situations-là. Voilà, donc là, c'était juste, c'est pas une histoire de chasse, parce que c'est vraiment notre quotidien, un bilan sanguin, voilà, qui n'avait pas pu être réalisé, sauf lors d'une intervention chirurgicale, justement au bloc opératoire, pour une simple prise de sang. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à disposition pour toute question. Non, elle ne s'affiche pas. Alors, merci Michel. Des questions sur ce dispositif. Comme on a pu le remarquer, je pense qu'avec Sandrine, on va essayer de mettre en place quelque chose peut-être dans ce cadre, puisque le Gard était un territoire où il n'y avait pas officiellement ce type de dispositif. Je pense qu'on pourra te demander des conseils, de l'aide. On a déjà presque pris rendez-vous là. C'est super. Et sachant qu'il y a effectivement des tas d'autres spécialités, il y a tout, ophtalmo, dentaire, gynéco, uro, voilà. Ce sera compliqué peut-être à monter. Je pense qu'avec Jacques et un petit peu moi, Alice bien sûr, on pourra. Avez-vous des questions ? Je serai la voix associative. Le relais, ça me semble. Oui, parce qu'il faut dire, peut-être on ne sait pas, que tu es médecin dans l'équipe. On appelle ça honoraire. Oui, mais au niveau du SAMSA. Oui, un petit peu actif au niveau du SAMSA. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que c'est quand même intéressant tout ça. Ça devrait faire évoluer les choses. En tout cas, c'est ce qu'on l'espère. On fait tout pour. Ça, je peux vous l'assurer. Mais c'est l'heure de la sieste. Et c'est une volonté, ce que a dit... Tu l'as présenté comme une volonté associative au départ, mais c'est une volonté gouvernementale. Moi, j'ai participé à la commission qui a défini la qualité de la prise en charge, la commission de la Haute Autorité de Santé qui a pris en charge ça. Bon, c'était en 2013-2014. Et c'est vrai que c'est apparu, à la suite d'un rapport de l'IGAS, comme une très forte volonté, tout simplement de citoyenneté, tout bêtement. Donc il y a des budgets, bien sûr, on trouvera toujours qui sont insuffisants. C'est ça, il faut toujours trouver que le budget est insuffisant. C'est une règle d'or, ça. Mais il y a des budgets consacrés à ça, donc c'est intéressant d'offrir cette égalité par l'accessibilité aux soins. Des questions là. Ah, où que j'amène le micro, bougez pas.
ne pas me casser la figure. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être vous choquer. Je suis orthophoniste en libéral. J'interviens dans une masse et je reçois aussi les patients de la masse parce que c'est juste à côté de mon cabinet, au sein de mon cabinet. Ce qu'il semble d'ailleurs, pour ceux qui le peuvent, beaucoup apprécier de venir au cabinet. Je suis installée avec d'autres professionnels et notre cabinet est accessible aux personnes à mobilité réduite. Je suis confrontée, alors c'est très matériel, mais puisque le but c'est que les personnes soient le plus possible admises en libéral ordinaire, avec les fauteuils roulants électriques, mes portes sont dans un état pas possible. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il n'y aura pas un moyen de nous faciliter l'accès aux assurances? Parce que moi, j'en suis... j'ai même pas le temps de traiter les sinistres les uns après les autres. Voilà. Alors, je ne veux pas renoncer. En même temps, je suis dans un cabinet collectif et je ne peux pas avoir une porte complètement défoncée parce que mes collègues ne vont pas particulièrement apprécier. Donc, est-ce qu'il y a une aide, je ne dis pas financière ou quoi que ce soit, simplement une facilitation pour les risques supplémentaires? Voilà. Parce que je vois bien qu'à la masse, il y a des équipements, les portes n'ont pas les mêmes largeurs, bien que nous soyons accessibles au PMR. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais peut-être qu'il y a des collègues dans la salle qui l'ont, et notamment sur la partie assurance. Après, en termes d'accessibilité et de protection, simplement sur les encadrements de portes, les murs, etc., c'est des choses qui existent. Alors, est-ce que vous auriez des aides financières pour ça? Je ne sais pas. Est-ce que Jacques... Je ne suis pas sur mon métier, vous le comprenez bien. Oui. Ça peut être un frein. Oui, ça peut être un frein, surtout quand on n'est pas tout seul dans son cabinet. Moi, si je fais mettre des plaques au bas de la porte, etc., mes collègues, non. Donc il faut que je satisfasse tout le monde. On pourra peut-être demander à la mutuelle Intégrance, qui nous aide beaucoup, voilà, discuter avec eux, voir s'il n'y a pas une ligne, comme on dit, dans certains contrats qui pourrait aider. Bon, c'est une idée. Ensuite, j'ai une question. Je suis désolé, je m'excuse auprès de Philippe Aubert. Alors, est-ce que Philippe Aubert peut, d'une manière ou d'une autre... Voilà, ça y est, je sais où est Philippe, parce que désespérément, il essaye de me faire comprendre qu'il a quelque chose à dire, et je n'avais pas lu le chat assez régulièrement. Donc, je participe au... Je ne sais pas si on le voit à la vidéo, parce que si on peut regarder comme ça pendant que je parle, on voit Philippe. Je participe au comité d'organisation du Congrès international en soins spécifiques en santé dentaire, c'est bien ça, voilà, qui est le IADH, qui se tient à Paris du 23 au 26 août de cette année. Donc nous y sommes, ça s'adresse à tout le monde? Oui, cordialement invité en tant que personne concernée, exactement, en direct, et en tant qu'accompagnant. Ben, merci, et merci Philippe. On peut le remercier, hein, puisqu'il nous invite gratos. Et on va passer peut-être, on va voir si on peut passer l'image de l'affiche du congrès, mais de toute façon ça passera en streaming sur ceux qui veulent reconsulter les interventions. D'autres questions ou commentaires? Plus qu'une question, on a encore 1 minute d'avance, qui est quand même... Oui, bonjour. Je m'excuse déjà parce que je suis arrivée en retard, donc j'ai raté un peu le début, mais votre conférence m'intéresse fortement. La première raison, parce que je suis maman d'un jeune homme qui a Locked-in syndrome et pour lequel la difficulté aux soins est particulièrement, vraiment très élevée. Mon fils n'a pas eu de soins dentaires depuis 7 ans. Une prise de sang, c'est très compliqué. Enfin, tout ce qui est banal et qu'on peut faire en consultation habituelle est très, très compliqué. La deuxième raison, je suis gériatre
et je m'occupe des personnes âgées qui ont des démences. Je suis en maison de retraite et c'est pareil, même si je dépends d'un hôpital, l'accès aux soins à mes résidents est très compliqué. Donc en fait, ayant raté le début, et je m'en excuse encore une fois, je voudrais savoir sur un plan pratique comment ça se passe, et ces consultations dédiées à l'handicap, l'individu lambda comme moi, qui a besoin de faire des soins dentaires à son fils, doit faire quoi en fait? Parce que j'ai un fils de 29 ans, ça fait 7 ans que je ne peux pas, en fait, que je vois du tartre, que je vois sa bouche pourrie, que j'essaye de faire les soins possibles à la maison, mais pour lequel je n'y peux rien en fait. Ces gencives saignent et il n'y a absolument aucun soin possible dans la vie de tous les jours habituelle. Donc c'est bien beau tout ce que vous avez dit, c'est magnifique, mais est-ce qu'il y a un réseau, est-ce qu'il y a une conduite à tenir X qui est stéréotypée pour tout le monde? Est-ce que j'habite en Île-de-France, je précise. Quel département? Dans le 95. Est-ce qu'il y a... C'est c'est extrêmement... En fait, d'abord, on ignore, parce que là, ça m'intéresse doublement, je vous le dis, personnellement et dans le plan de mon travail. Parce que 80% de mes résidents que j'envoie pour des soins dentaires reviennent avec un bout de papier où il est écrit impossible à faire, résident trop agité. Donc, c'est vraiment une problématique quotidienne et pour laquelle je ne savais même pas qu'il y aurait une éventuelle solution. Je suis arrivée à me dire que je ne sais pas quoi en fait. Donc, est-ce qu'il y a une conduite pratique? Est-ce qu'il y a un réseau national? Michel, est-ce que oui, justement, est-ce que dans le 95, il y a un centre, voilà. Oui, je perds le nom parce que j'ai quitté la région parisienne depuis un moment. Donc si je vous dis Ville-Évrard, je ne suis pas sûr d'être dans le bon département. Mais il y a une consultation dédiée dans ce coin-là. Il y en a une également sur la Salpêtrière pour les adultes et qui est en lien avec Trousseau maintenant pour la pédiatrie. Après, je commencerai par dire que nous sommes nous-mêmes souvent en échec de soins. Donc on est une solution, une gradation dans la solution de soins. Voilà. Après, encore une fois, la seule chose qu'on peut apporter, c'est du temps et de la personnalisation. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont codifiées. Après, nos dentistes, ils travaillent comme tous les dentistes. On ne se mêle pas de leur métier, si je puis dire. Hein. Non, voilà. J'entends. Mais par contre, c'est sur la préparation des choses, sur le fait d'arriver parfois à simplement ouvrir la bouche de quelqu'un, hein, pour pouvoir voir ses dents. Il y a des systèmes qui peuvent aider sur des toutes petites caméras. Par exemple, on fait beaucoup d'appareillage dentaire, en fait. Voilà. Et on a les dentistes l'utilisent parfois quand ils sont un peu modernes, simplement. Hein. Mais nous, la caméra, elle a l'intérêt, en fait, de pouvoir éviter que des personnes aient à mâcher une pâte qui est absolument immonde et tenir pendant 30 secondes. Donc, en fait, c'est une addition de petits moyens qu'on va essayer de proposer à chaque personne en fonction de sa propre situation.